On va commencer donc par l'appel. Alors, Jackie Desserre n'est pas arrivé encore, je pense qu'il va arriver. Laurence Uttereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay est absent et a donné pouvoir à Monsieur Ami. Céline Petit. Présente. Mahmoud Benkachou. Présent. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Pas de nouvelles. Louis-Jean Nicolaï. William Derouet. Présent. Graziella Lagan. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Serrin. Présente. Jean Le Gallet. Présent. J'ai eu peur. Philippe Legrand est absent et m'a donné pouvoir. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à M. Champy. Michel Néron. Pascal Renoux. Présent. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Ghislaine Thomazeau. Roland Frison. Présent. Et Sonia Potier est absente et a donné pouvoir à M. Frison. C'est ça? Non, c'est pour moi. Très bien. Je vous passe. Ah non, à Mme Bouteloup, pardon. Oui, vous avez raison. Mais M. Frison n'a pas dit non, hein. Très bien. Je vous passe l'émargement. Alors, donc, pour ce conseil municipal du 20... oui, parce que j'ai mis ça, mais du 1er juillet... Notre ordre du jour est le suivant. En affaires générales, nous avons la modification statutaire de la communauté de communes Sud-Sarthe sur la compétence santé, la délégation partielle de la compétence politique du logement et le rapport annuel 2023 du délégataire en eau potable. En affaires financières, donc des décisions modificatives sur le budget principal et le budget Ronsard, les tarifs de location de la salle du gymnase, la convention cadre entre la commune et l'association Le Ronsard, la subvention 2024 à l'amicale des parents d'élèves de l'école Sainte-Anne, la refacturation aux communes, les demandes de subventions dans le cadre de l'enveloppe PVD. En ressources humaines, nous avons la suppression d'un emploi permanent, la création d'un emploi permanent et l'avenant de la mise en place du RIF 7 avec une modification de l'article. En urbanisme, la longueur de la voirie communale, acquisition d'une parcelle, cession d'une parcelle et puis les informations diverses. On a besoin d'un ou d'une secrétaire. Donc, qui était le ou la secrétaire? C'était Corinne. Qui c'est qui veut être secrétaire ce soir? Qui lève la main avec enthousiasme et volontariat? Allez, merci Pascal. Donc, sur l'ordre du jour, si vous le voulez bien, on va le passer juste aux voix s'il n'y a pas de points à rapporter ou à compléter. Donc, je passe l'ordre du jour aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc le PV de la séance du 13 mai 2024. Est-ce qu'il y avait des corrections sur ce PV? Bon, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il avait été signé... Oui, non? Le PV, non, il faut le faire signer. D'accord. Donc c'est Corinne qui est à côté de moi. Donc du coup, ça tombe bien. Voilà. Et donc, on va passer maintenant directement à l'ordre du jour. Pardon. En affaires générales, donc, nous avons la modification statutaire de la communauté de communes Sud-Sarthe sur la compétence supplémentaire santé et accès aux soins. Donc, si vous vous rappelez, la communauté de communes a décidé donc de prendre cette compétence supplémentaire santé et accès aux soins pour pouvoir mettre en place les maisons pluridisciplinaires de santé, mettre en place une coordinatrice santé et travailler sur le projet pluridisciplinaire de santé du territoire et en particulier de la Comcom Sud-Sarthe. Donc, c'est un droit fondamental et universel, on vous l'a expliqué évidemment. Et donc, on voudrait modifier, la communauté de communes voudrait modifier donc, la compétence qui est obligatoire en 1-2, action de développement économique dans les conditions prévues, donc création, aménagement, etc. Donc ça, c'est la partie économie. Et on rajouterait donc santé et accès aux soins avec la construction, aménagement et gestion des maisons médicales d'intérêt communautaire, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du contrat local de santé sur l'ensemble du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions coordonnées afin de favoriser l'émergence de projets permettant de renforcer l'attractivité du territoire et l'accès aux soins de la population. Alors, je dois vous demander si vous approuvez évidemment la modification de ces statuts et qu'on puisse le notifier au président. Mais avant, est-ce que vous avez des questions sur cette compétence facultative?
faut mettre le micro, s'il vous plaît. On est bien d'accord que sur le troisième paragraphe des compétences supplémentaires, projet est au singulier. Oui, Oui, non, mais c'est important. oui. Là, C'est il y a peut-être que- bien que ce serait un S qui est un S. Non, non, mais c'est un projet. Voilà, il y a le projet permettant de renforcer à chaque Il y en a projet qu'un. doit être. Oui, c'est ça. Chaque projet doit être délibéré. Autrement, oui, Sans en doute. principe, hein. Est-ce que tu veux qu'on mette quand même un mot sur... Mais c'est pour éviter de passer à chaque fois devant le Conseil. Je ne sais pas si c'est une erreur. Je sais pas s'il vaut mieux garder le singulier ou mettre le pluriel. Je propose qu'il y ait la réflexion. On peut peut-être... Ah pardon, le Troisième troisième, mise en paragraphe. œuvre de toute action Troisième paragraphe. coordonnée afin de favoriser l'émergence de projets, et projet est au singulier. Donc moi, ce que je vous... Mais on ne peut pas corriger le statut de la Comcom, puisque c'est à elle, et elle l'a voté comme ça. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est on va voter et on va mettre pour, dans le compte-rendu du Conseil que nous souhaiterions qu'il y ait un S à projet, et on le passera au président et ensuite à lui de voir s'il modifie par la Comcom ou pas. Sinon, il restera au singulier. Deux projets avec un S. Béatrice, je suis pas prof de français, mais de toute façon, si c'était projet au singulier, il faudra mettre d'un projet. C'est ça. Donc s'il y a deux projets, il faut mettre un S. Oui. Oui, monsieur Derouet, vous avez raison. Je pense que c'est une faute, mais voilà. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on le mette en avant. Oui. On va mettre en avant la coquille, en tout cas. Ça, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait qu'un seul projet, quoi. Dans la Comcom. Soit c'est d'un projet, soit c'est deux projets avec un S. Faire une remarque. Je suis seul représentant de la commune du Lude à la commission santé de la Comcom. La dernière commission santé a été proposée la création d'un comité de pilotage pour le projet de santé du territoire en lien avec l'ARS. Donc je suis dedans pour représenter la commune du Lude et j'aimerais un rendez-vous avec vous rapidement parce que j'ai besoin d'avoir des... Oui, qu'on échange sur ce sujet. Oui. En sachant qu'en plus, il y a une grande réunion de territoire et de santé qui est prévue en septembre aussi. Oui. Mais là, j'y serai, puisqu'en fait, tous les maires sont invités à cette réunion. Mais bien sûr, on va se voir pour préparer Merci. cette réunion. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Et on rajoute quand même cette phrase, c'est soit d'un projet ou deux projets avec un S. Mais voilà, ça ne peut pas être les deux. Très bien. Ensuite, nous avons la délégation partielle de la compétence politique du logement et cadre de vie. Donc, dans le cadre de la mise en place de l'OPHRU et en particulier OPHRU au Lude et de l'OPH sur tous les territoires, on a les services de la préfecture ont interrogé évidemment pour modifier les statuts puisque c'est une délégation partielle de la compétence politique du logement et cadre de vie par les communes membres pour la mise en place de cette OPH. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'approuver la délégation partielle de compétences politiques du logement et cadre de vie de la commune vers la communauté de communes, puisque c'est la commune qui a cette compétence. Donc, on fait une délégation partielle pour la durée de la convention de 2023 à 2028, ce qui permettra à la communauté de communes de décerner les aides aux travaux pour les propriétaires, occupants et bailleurs, d'animer le dispositif, de solliciter les subventions de l'Agence nationale, du département et de pouvoir traiter avec un prestataire externe le suivi et l'animation sur le territoire de la dite opération. Je tiens juste à signaler, parce que c'est important et c'est pas forcément communiqué comme ça, c'est que un habitant du Lude qui demande une aide financière à la communauté de communes dans le cadre de l'OPHRU, d'accord, la somme qui va lui être allouée sera à rembourser par la commune. Donc en fait, la communauté de communes ne sert que de boîte aux lettres financière. C'est bien la commune qui va financer les travaux des habitants du Lude et non pas la communauté de communes. Je trouve que c'est important de le dire parce que dans la présentation parfois à la communauté de communes, on a l'impression que c'est la communauté de communes qui décerne les aides, mais en fait, elle décerne peut-être les aides, mais financièrement, en fait, ça sort du budget communal. Et chaque commune, c'est pareil, hein, sur chaque commune, quand il y aura un projet de réhabilitation, c'est la commune qui financera les projets. Donc c'est juste, en fait, vous savez comment ça se passe. Les impôts, une bonne partie des impôts sont versés à la communauté de communes. Ensuite, elle nous reverse une partie pour notre fonctionnement et donc elle va enlever ces aides de cette partie. Voilà. Je vous propose de passer donc aux voix cette délégation partielle de compétences. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Nous avons le rapport annuel 2023 du délégataire en eau potable. Je ne vais pas vous le lire, puisque vu le nombre de pages qu'il a, j'imagine que vous l'avez lu. Et peut-être que vous avez... c'est une information, ce n'est pas un vote, mais néanmoins, vous avez peut-être des questions. Ou des observations. Monsieur Frison, vous avez regardé le taux... Si vous voulez intervenir, vous pouvez. Je vais dire que la rencontre avec Veolia je trouve intéressante, que ça permet de communiquer et de parler des problèmes qu'on a, je pense. Puis celui qui était chargé de répondre était plutôt ouvert, j'ai trouvé. Par contre, moi, j'ai toujours la même difficulté, c'est par rapport à la qualité de l'eau, voilà. Et notamment les métaux lourds qu'on ne retrouve plus dans les analyses. Oui, les seuils ayant changé, on ne les voit plus, en fait. Tout à fait, on est bien d'accord. Bon, on a sur ce sujet alors là, on est sur l'eau potable, mais on a des sujets sur l'assainissement aussi et sur les travaux qu'on va faire aussi au LUD. On en reparlera quand on commencera, parce que ça a des impacts quand même, parce qu'en fait, il faut absolument qu'on fasse des travaux pour rendre le réseau plus sécurisé, qu'on ait moins de pertes d'eau, etc. Mais ça a toujours des conséquences pour les habitants en termes de voirie, de circulation, etc. Donc, je reviendrai vers vous lorsque nous aurons les dates précises d'intervention. Pas d'autres points. Je vous propose de passer au point suivant. Du coup, donc on passe aux affaires financières et je passe la parole à Madame Bourrel. Alors, pour commencer, on a des décisions modificatives donc, qui sont passées en commission finances la semaine dernière. Donc là, ça concerne les titres de restauration scolaire. Donc en fait, la DGFiP a une opportunité de changer un peu son mode pour recouvrir au niveau des titres de la restauration scolaire. Et du coup, il nous demande d'annuler les titres pour pouvoir les repasser, qu'ils puissent les retraiter. Et donc, du coup, on a une somme de 6 127 € qu'on va devoir, en section de fonctionnement dépenses, les porter au 673 pour l'annulation de titres sur exercice antérieur. Et par contre, en recettes, on va porter au 7067 les redevances des services périscolaires. Donc, 6 127 pour qu'ils puissent les repasser, les retraiter, en fait. Donc, voilà pour cette première décision modificative sur les titres de restauration. Des questions ? Des questions, oui. Non. Donc, oui. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, pareil, la deuxième décision modificative, c'est toujours sur le budget principal. Donc là, pareil, à la demande de la DGFiP, en fait, ils veulent qu'on change une imputation de compte. Alors en fait, c'était des sommes de remboursement par rapport au chapitre 012 sur les charges du personnel qu'il faut maintenant passer dans le chapitre 011 dans des charges à caractère général. Du coup, on va avoir des écritures donc à modifier. Donc sur ce point, ça sera dans la section de fonctionnement en dépenses. On va enlever sur le 6 455 du chapitre 12 les cotisations pour assurance du personnel. Ensuite, on va rajouter au 61-68 dans le chapitre 011 les autres primes d'assurance. Donc ça, c'est pour les 8 524,89. Et ensuite, au niveau des recettes de fonctionnement, on va porter au 64-19 dans le chapitre 13 les remboursements des rémunérations du personnel pour moins 90 000 €. Et on va passer au 75-888 dans le chapitre 75 dans un compte qui s'appelle « Autres produits divers de gestion courante ». Et là, on rajoutera les 90 000 €. Donc c'est un changement de compte qui sera à partir de maintenant comme ça. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ces changements de compte au niveau de la DGFiP? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et ensuite, la troisième décision modificative, alors elle concerne le budget Ronsard. Donc ça, c'est par rapport à un double titre qui est passé du coup 2 fois, certainement sous 2 noms différents. C'est pour ça qu'il a été enregistré 2 fois. Donc du coup, il faut passer une décision modificative. Donc là, c'est dans la section de fonctionnement en dépenses au niveau du budget Ronsard. Donc on va porter au 62-28 sur le chapitre 011, rémunération d'intermédiaires divers. On va enlever 2 700 € et on va rajouter au 673 dans le chapitre 67
dans les titres annulés sur exercice antérieur, plus 2 700 €. Donc c'est une régularisation comptable. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette régularisation? Donc qui est contre? Oui. La SPL Pays Tourisme, c'est l'OTVL, c'est ça? Non, c'est quoi? Oui. Non, c'est le Non, c'était PETR pas en ça. fait. Sauf que là, la SPL Pays Tourisme n'existe plus. Donc ce serait bien de remettre PETR Pays Vallée du Loir en fait. C'est l'ancien nom quand les deux étaient cumulés. Oui, mais madame, là, c'était le nom au moment de la facturation. C'était le nom au moment de la facturation, On mais s'est passé aujourd'hui, à ce voilà. moment-là, voilà. C'est pour ça Que c'est qu'après, un comme il vieux s'appelait, ouais. Voilà. Du coup, oui, c'était bon. Il n'y avait pas d'abstention. D'accord. Je passe au tarif aussi, si tu veux. Ensuite, on a vu aussi en commission finance les tarifs de location de salles de gymnase. Jusqu'à présent, on n'avait pas de tarif. Du coup, comme il y a eu des demandes, on a préparé donc un tarif. Attends, Oui, juste pardon. corriger. Oui. En fait, on a des tarifs, hein, mais la question là, elle était très précise. Ce sont des associations non ludoises qui demandent à nous louer des salles dans le gymnase pour faire des activités, mais le siège social de l'association n'est pas sur le lude. Donc, vous savez bien que nos associations ludoises, elles ne payent pas la location des salles au gymnase. C'est un avantage qu'on met à disposition de l'ensemble de nos associations. Par contre, les associations provenant d'autres communes, ça nous paraît logique de demander une participation financière, en particulier pour les fluides, l'eau, l'électricité, etc., puisque ce ne sont pas des associations ludoises. Voilà pourquoi comme on a eu au moins 2 demandes, on a décidé de mettre un tarif de location. Tout à fait. C'est vrai que je n'avais pas précisé. Parce qu'évidemment, c'est gratuit pour nos associations. Donc, du coup, il vous est proposé donc, un tarif pour un créneau. Donc, c'est une plage horaire en continu à la semaine pour des associations donc, hors commune. Donc, pour le dojo, 25 €. Pour la salle de danse, 25 €. La salle multisport du gymnase 1, 50 € et le gymnase 2, 50 €. Donc, ça serait des tarifs qui vont être ajoutés donc, à l'ensemble de nos tarifs déjà existants et qui seront applicables au 1er septembre de chaque année. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tarif? Le micro. Non, c'est pour toute l'année ou c'est par pour séance, semaine? par créneau, c'est marqué. Parce que là, pour l'année, ça peut faire cher quand Tarif même, pour 50 un €. créneau, plage horaire continue en semaine. C'est-à-dire c'est un créneau par semaine, c'est 25 € le dojo. Donc ça fait 25 € la semaine si c'est un créneau par semaine. Mais il n'y a personne qui demande pour l'année scolaire sur les 10 Tu mois. multiplies par les 10 mois en fait. Ouais, ça peut faire cher là. Oui. C'est énorme là. Oui. C'est pour ça, c'est ça que je pensais. Et ça correspond à quoi, un créneau? 1 heure ou 1 heure et demie. 1h30. Ça correspond aussi à nos charges de ménage, d'entretien, de fluides, etc., etc. Les sanitaires, oui, les douches, enfin tout ce qui... On se rend pas compte en fait, mais il y a quand même beaucoup d'impact financier pour nous aussi. On a 2 associations qui nous le demandent hors commune, et donc une fois qu'on aura voté les tarifs, on leur proposera. Après, s'ils trouvent trop cher, ils viendront pas, mais en tout cas, ça nous permet... Aujourd'hui, on n'était pas en capacité de leur proposer nos salles, puisqu'il n'y avait pas de tarif aujourd'hui. L'année, il faudrait faire un tarif dégressif quand même. Ben non, parce qu'il faudrait qu'on le vote en conseil municipal, parce qu'à chaque fois qu'on a... C'est le même problème qu'on a, par exemple, pour le camping. Lorsqu'on veut faire un tarif dégressif au camping, on ne peut pas, puisqu'en fait, on ne peut appliquer pour le trésor public qu'un tarif voté en conseil municipal. Après, ça pourrait être peaufiné après, si on a vraiment des demandes dans la suite. Mais pour Si on l'instant, voit que déjà- ça bloque complètement, on reviendra peut-être vers vous au conseil municipal en disant que l'association ne peut pas payer tel prix, mais elle est prête à payer tel prix, et on verra si on est d'accord, et du coup, on pourra revoter ce tarif-là. Mais il faut bien qu'on parte sur un tarif. Il faut un démarrage. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces tarifs? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est bon. Alors, le point suivant, c'est la convention cadre entre la commune nouvelle du Lude et l'association culturelle de loisirs Le Ronsard. Donc, vous vous rappelez que nous avons voté en conseil municipal la convention qui nous lie sur la mise en œuvre des missions culturelles municipales que nous confions à l'association Le Ronsard. Et nous avons travaillé donc sur la convention cadre qui est plutôt avec ces annexes qui sont des annexes plutôt financières qui nous permet
d'avoir fait tout le calcul en fait entre le budget que nous avions communal pour la culture et le budget que nous donnons aujourd'hui à l'association Le Ronsard pour faire nos propres missions. Voilà, donc c'est une convention et des annexes qui sont là pour 3 ans, qui sont, je rappelle quand même, c'est très clairement indiqué dans les annexes que nous donnons une subvention, mais que nous faisons un bilan annuel en fonction des recettes que reçoit l'association Le Ronsard pour les spectacles, puisque nous sommes présents évidemment au CA de l'association Le Ronsard, donc il y a Jean, moi, Pascal et Laurence, et donc nous allons suivre toute l'année. S'ils ont beaucoup de spectateurs et beaucoup de recettes, évidemment la 3e part qu'on leur versera sera déduite des recettes qu'ils vont faire. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent avec la saison culturelle, c'est de prendre en charge la saison culturelle. Voilà. Donc nous espérons tous que les Ludois soient très présents à la saison culturelle, puisque plus il y aura d'entrées, plus il y aura de recettes, évidemment, pour l'association et pour nous. Est-ce que vous avez des questions sur ces annexes et cette convention? Non? Je vous propose de la passer aux voix du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Nous avons la subvention 2024 à l'amicale des parents d'élèves de l'école Sainte-Anne Notre-Dame. Comme tous les ans, c'est une délibération que nous prenons, comme d'ailleurs pour l'amicale des écoles publiques. Donc le nombre d'élèves ludois à l'école Sainte-Anne à la rentrée de septembre 2023 a été arrêté à 50. Comme le montant est de 5 euros, 5 euros par élève, donc je vous propose la subvention suivante, soit 250 euros pour l'amicale donc des parents d'élèves de l'école Sainte-Anne, dont la kermesse était dimanche dernier, sous un très beau soleil. Pas de questions? Je propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous passons à un point qui est la refacturation aux communes n'ayant pas d'école du coût d'un élève scolarisé au LUT. C'est un petit serpent de mer que je vous ramène ici aujourd'hui. Nous avons des communes aux alentours qui n'ont plus d'école. Et donc, comme ils n'ont plus d'école, ils envoient les élèves dans nos écoles, ce qui est plutôt logique et bien pour nous. Sauf que du coup, je vous rappelle quand même que aujourd'hui, un élève scolarisé à l'école maternelle coûte pour la collectivité 1 687 euros et pour un élève scolarisé à l'école élémentaire 447 euros. Voilà. Donc ce sont les frais de fonctionnement qu'on a engagés sur nos écoles en 2023. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est le remboursement par les communes qui n'ont pas d'école ou qui nous envoient les élèves dans nos écoles de cette part de frais de fonctionnement en école maternelle ou en école élémentaire. On l'avait fait il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans, Louis-Jean, ou 4 ans, je ne sais plus. Et nous avions évidemment des communes qui délibèrent contre, qui ne souhaitent pas financer, mais nous avions la Chapelle-aux-Choux, par exemple, qui est un exemple type, qui n'a pas d'école, qui était plutôt d'accord pour participer avec nous aux frais de fonctionnement des élèves qui viennent à l'école, puisque eux n'ont aucun frais, en fait, finalement. Voilà. Donc, je vous propose de le passer. L'idée, c'est une fois que la délibération soit faite, nous allons faire les courriers en fonction des élèves et de leur lieu de résidence, et puis en espérant, évidemment, que les collectivités nous soutiennent. Oui, monsieur. Ça concerne combien d'élèves? Une vingtaine d'élèves à peu près, élémentaires et maternels. Oui, c'est un budget entre 15 et 20 000 euros à peu près. Donc c'est vrai que ça peut nous aider aussi quand même dans le fonctionnement de nos écoles. Je rappelle quand même que l'école est gratuite pour tous les enfants et les parents, mais que ces charges-là sont prises sur le budget municipal avec les impôts des Ludois. Donc c'est plutôt logique aussi qu'on ait une participation des autres communes. Voilà. Pas d'autres questions? Oui, Morgane. Du coup, c'est normal que le montant, le coût de fonctionnement est de 1 687 et qu'on demande aux écoles 1 487 pour les maternelles ou... Non, c'est pas normal. Je pense qu'il y a une petite erreur entre le 1006 et le 1004. Tout à fait. Merci, Morgane. Donc, on est resté à 1006. Hein. On fait pas un cadeau de 200 euros comme ça au hasard. Non, non. Très bien. Ben, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, on verra. On vous fera un petit bilan du retour des communes concernées.
Nous avons une demande de subvention dans le cadre de l'enveloppe PVD déléguée au département par la Banque des Territoires pour la mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de désamiantage et de déconstruction de la friche industrielle, la première partie qui est complètement amiantée. Et donc, pour nous aider, en fait, on peut avoir une enveloppe à hauteur de 50% pour la mission de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire pour le cabinet qui va travailler sur la démolition de nos bâtiments amiantés. Ce n'est pas l'ensemble du site, évidemment, hein, c'est que la première partie qui est amiantée. Avez-vous des questions sur cette demande de subvention? J'espère qu'on l'aura, ça nous permettra d'alléger notre budget. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En ressources humaines, donc le premier point, donc je vous précise que le poste de bibliothécaire était pourvu par un agent titulaire jusqu'à son départ par mutation en 2023 sur un grade d'adjoint du patrimoine principal 2e classe. Ce poste est actuellement pourvu par un agent contractuel. D'ailleurs, pour vous situer, l'agent bibliothécaire a muté à la Comcom Sud-Sarthe puisqu'elle travaille sur le réseau de lecture. Et donc, nous avons recruté un agent contractuel pour la remplacer. Mais nous devons respecter évidemment la réglementation et le poste au grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe doit être supprimé puisqu'elle n'est plus là, elle a muté. Et nous devons recréer donc un poste d'un agent sur le grade d'adjoint du patrimoine ou d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe ou d'adjoint du patrimoine principal 1re classe. Ça avait bien commencé, c'est-à-dire que elle était adjointe patrimoine principal de 2e classe, elle est partie, donc nous supprimons son grade et nous ouvrons le poste à 3 grades, puisque potentiellement, demain, on peut très bien avoir quelqu'un qui est 2e classe, 1re classe ou pas de classe du tout. Actuellement, il y a une bibliothécaire qui fait tout à fait l'affaire, je trouve. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut être... Elle peut postuler sur le poste, mais pour l'instant, elle est contractuelle. Mais elle n'est pas nécessairement embauchée. Non, parce qu'elle est contractuelle pour le moment, elle n'est pas fonctionnaire. Ah, ça en fait. serait fort dommage quand même, parce que franchement... On va continuer à lire si vous voulez, Monsieur Frison. Donc, ce que je vous propose, c'est la suppression d'un emploi permanent adjoint du patrimoine principal de 2e classe, c'est-à-dire le poste de la personne qui a muté, puisqu'elle n'est plus là. Donc, on supprime en fait son poste avec son grade. Pas de personne n'est contre, personne s'abstient. Bon, c'est du... Voilà. Et donc, on va créer un emploi permanent, Monsieur Frison, pour le poste de bibliothécaire, voyez-vous. Ah, vous avez vu comment je réponds vite à vos questions. Et donc, du coup, on va recréer ce poste et on va, pour le recréer, on va l'ouvrir à 3 grades différents, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque de toute manière, la personne qui postulera sur ce poste sera peut-être un des 3 grades, donc il ne faut pas se fermer. Voilà. Donc, on a fermé le grade, mais pas avec. On a fermé le poste avec le grade. On réouvre un poste avec plusieurs grades pour pouvoir recruter quelqu'un. D'accord? Donc on supprime un poste, on réouvre un poste, ça change rien. Hein. Mais c'est juste que juridiquement parlant, si on laisse un poste avec un seul grade, on ne peut recruter que sur ce grade-là. En fait, voilà. Pas de voix contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous avons un point aussi sur l'avenant du RIF 7. La modification de l'article 7 de notre RIF 7, puisque nous devons délibérer pour fixer la nature, les plafonds et les conditions d'attribution des indemnités. Et donc, on vous propose de laisser les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 inchangés, il n'y a pas de souci, y compris le 8, le 9. Par contre, on vous propose de modifier l'article 7 comme ceci. En cas de congé maladie ordinaire, les primes suivront le sort du traitement. Je rappelle que lorsqu'on est en congé de maladie, nous avons du 100% de remboursé, et puis arrivé à un certain temps d'arrêt maladie, on passe à 50% de traitement, etc. Et aujourd'hui, le RIF 7, en fait, n'était pas collé au pourcentage de travail. C'est-à-dire que la personne qui était à 50% de traitement touchait 100% du RIF 7. Donc, nous sommes dans l'obligation légale de mettre le RIF 7 au même taux de travail, en fait, que l'agent, ce qui est logique. Donc, en cas de congé longue maladie ou de longue durée, pas de maintien du régime indemnitaire, c'est normal. En cas de congé pour accident de service ou maladie professionnelle, les primes seront maintenues intégralement, c'est logique, puisque c'est lié à un accident du travail. En cas de temps partiel thérapeutique, les primes seront maintenues à hauteur de la quotité du travail, ce qui est logique aussi. Et pendant les congés annuels et congés pour maternité, paternité, accueil d'enfants, les primes seront maintenues intégralement aussi. C'est un
avantage que nous fournissons aux agents, évidemment, puisqu'ils ne travaillent pas, mais ils continueront à toucher leurs primes. L'article 10, donc c'est simplement, on rajoute que cette délibération complète la délibération du 21 octobre 2019, et donc on décide d'adopter le régime indemnitaire tel qu'il est proposé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? On s'adapte en fait au temps de travail de l'agent par rapport à la prime. Voilà. Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point urbanisme suivant, c'est la longueur de la voirie communale. Donc aujourd'hui, nous avons une longueur déclarée de 94 752,60 qui est répartie comme suit. 64 616,60 pour le LUD et 30 136 pour Dissé sous le LUD. Concernant le LUD, il est nécessaire d'ajouter les voies suivantes. L'ancienne limite d'agglomération au rond-point, puisque quand on a créé le rond-point, nous avons intégré le rond-point dans notre agglomération. En fait, le département a fait les travaux, mais du coup, ça rentre dans notre agglomération. Donc, il faut rajouter cette longueur de voie. Le tour du rond-point, qui est de la voirie aussi, évidemment, il faut bien faire le tour. La route de Château-du-Loir, on a un petit bout qui va jusqu'à la sortie de Zeppelin, à peu près. Voilà. Et la route du Mans qui remonte jusqu'à la piscine, en fait, l'entrée de la piscine. Voilà. Donc, vous voyez les chiffres, on a 588 à rajouter. Voilà. Et donc, on passerait à 95 340,60. Pourquoi c'est important d'être précis dans nos longueurs de voirie communale? C'est que nous avons des subventions en lien avec les mètres de carré communal. Donc, si on déclare moins de mètres carrés, on a moins de subventions. Donc, il faut être au plus près. Voilà. Pas de questions particulières. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je sollicite votre accord donc, pour acquérir une parcelle qui est cadastrée D104 à la plaine de la vallée du Saule, qui a une superficie de 10 200 mètres carrés au prix de 1 700 €. Donc, c'est de la terre qui est placée, pour ceux qui cherchent, à l'arrière, en fait, de la déchetterie, si ça vous situe, derrière. D'accord. Ce sont des terres sur la parcelle qui entoure la déchetterie. En fait, on a plein de terrains aujourd'hui qui appartiennent à la commune. Il n'y en a que 2 en plein milieu qui n'appartiennent pas à la commune. 2 propriétaires différents. La propriétaire, une des propriétaires est décédée. C'est sa fille de Paris qui a récupéré les terrains. Elle a aussi un terrain route de Tours qui est mis en vente. Vous avez dû le voir, un grand terrain à côté du motoculteur. De l'entreprise qui s'occupe des motoculteurs plutôt. Et donc on propose de l'acheter puisque vous savez que nous sommes en pleine réflexion aujourd'hui avec les artisans de la zone des Tourelles pour créer une zone photovoltaïque, une ferme photovoltaïque qui permettrait en autoconsommation de fournir de l'électricité à toute la zone des Tourelles. Et donc la parcelle se situerait, la ferme photovoltaïque se situerait sur ces parcelles-là. Donc, on a 2 parcelles privées. La première, les propriétaires souhaitent participer au projet de la ferme solaire et donc rester propriétaires et toucher un loyer de la part de l'entreprise qui met les panneaux. Mais la dame qui est là, elle est à Paris, elle ne vient jamais, elle n'entretient pas du tout le terrain et elle ne souhaite pas du tout s'en occuper. Et donc, elle nous propose de l'acheter pour 1 700 €. Ce n'est pas du terrain constructible. C'est en mauvais état. Je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait des moutons à une époque. Par là. Voilà. Avez-vous des questions? On en ferait quoi si on l'achète? C'est ce que je viens de te dire. Tu voulais qu'on mette des moutons? Non, bah alors non, on va mettre plutôt des panneaux. Très bien, bah, je vous propose de le passer aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons aussi la cession d'une parcelle, donc je sollicite votre accord pour qu'on vende la parcelle avenue de Saumur cadastrée AI 496 d'une superficie totale de 757 mètres carrés au prix de 16 664. Pour vous situer, c'est la parcelle qui est à côté du laboratoire. Ça vous situe? Alors, à gauche, si vous tournez le dos du laboratoire, à droite, si vous regardez le laboratoire. Et donc, c'est une parcelle aujourd'hui qui est vide, qui est constructible et qui est proposée à l'achat par un propriétaire qui va y construire une maison. Donc, on aura une maison supplémentaire sur cet espace. Il y a une erreur sur l'adresse. Oui.
C'est route de Genteuil, si on regarde d'un côté ou de l'autre côté. Mais en effet, c'est pas... C'est pas une erreur dans le document, c'est comme ça que c'est cadastré aujourd'hui. Ah, dans le cadastre, c'est comme ça. Oui, Bon. oui, parce qu'il faut savoir qu'initialement, le propriétaire qui habite dans l'angle de l'avenue de Saumur, où il y avait Madame Nedelec, avant qu'on achète les parcelles pour faire le bassin de rétention, c'était toute une longueur, et donc le propriétaire habite en route de Saumur, derrière toute sa propriété route de Saumur. Mais ça a été découpé et ça n'a pas changé. Mais l'adresse n'est pas route de Saumur maintenant, c'est vrai. Mais au cadastre, je comprends que ça reste comme ça. Il faudra refaire un adressage. On refera un adressage. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous propose, c'est de céder ce terrain qui est un terrain constructible et qui verra arriver un pavillon bientôt. Voilà. Personne n'est contre cette cession. Qui s'abstient, je vous remercie. C'est plutôt une bonne nouvelle. En informations diverses. Alors, d'abord, je voulais vous dire que le 18 juin, nous avons signé le marché de maîtrise d'œuvre pour le désamiantage et la déconstruction donc, des bâtiments de la friche, les premiers bâtiments qui sont complètement amiantés. Et nous avons retenu l'entreprise Bâti IDR de Beaucouzé pour une somme de 8 800 € hors taxe. C'est eux qui vont monter le cahier des charges pour qu'ensuite on puisse faire l'appel d'offres pour avoir donc les entreprises de démolition. Nous avons fait des virements de crédit pour permettre les poursuites de la trésorerie sur les impayés de restaurants scolaires. Donc, un paramétrage spécifique est nécessaire sur le logiciel de comptabilité. Donc, on a annulé de nombreux titres et on va les réémettre pour que la trésorerie puisse faire des poursuites. Nous avons donc la composition du nouveau Conseil des sages qui va se réunir bientôt. Je dois l'avoir quelque part. J'ai un tableau où il faut que je lise chaque... Ah oui, pardon. Donc, on a donc les membres du Conseil des sages 2024 qui ont été nommés donc par le maire en fonction des lettres qui ont été envoyées. Donc, ils sont moins nombreux que le premier Conseil des sages puisqu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aujourd'hui. Donc, il y a Madame Lebier-Brédan Hélène, Madame Bélanger Michel, Monsieur Vivier Serge, Madame Doguet Sylvette, Madame Jourdan Anne-Marie, Madame Guillot Véronique et Monsieur Lombard Alain. Voilà. Donc, comme on a eu donc le règlement intérieur du Conseil des sages suite aux difficultés du premier Conseil des sages a été revu, l'idée étant que ce soit bien, là on s'est renseigné auprès du national, un Conseil des sages ne peut pas prendre dans ses membres un élu ou un ancien élu. Donc c'est ce qui, tout simplement parce que ça doit être un conseil de citoyens qui n'ont pas eu de fonction à la mairie ou qui n'en ont pas actuellement. Voilà. Donc du coup, ce sont que des personnes qui sont des habitants, qui n'ont pas eu de fonction et qui n'en auront pas. Voilà. Enfin, pendant le Conseil des sages. Donc la première réunion est prévue le 9 juillet. Le FSE du collège Les 80 du Lude, tu voulais le dire ou je le dis? Je regardais Ingrid, elle est là. Bon, ainsi que Madame Lison, principale du collège, nous a remercié le conseil municipal d'avoir porté à l'attention, d'avoir accepté leur subvention. Et donc, on a voté 2 subventions pour le collège, qui est une de 650 € et l'autre de 360 €, qui fait partie des vous savez, des subventions que nous avons votées dans le grand tableau. Et donc, elle tenait à ce que je vous dise ce soir que toute l'équipe du collège vous remercie. Voilà. Et donc, je vous propose de passer aux informations des commissions, en commençant par Monsieur Ami. Il est prêt? Derrière son ordinateur. Ah. Donc j'avais noté 3 petites choses. La salle conviviale du camping est terminée. Il reste la végétalisation qui sera faite à l'automne. La commercialisation, c'est pas moi. La boutique à l'essai du 9 rue du Boeuf est finie. Donc là, c'est pareil, c'est un chantier terminé. Donc un troisième est en cours, vous avez pu le voir, c'est le chantier de l'ASP avec la réfection des pierres de taille et la couverture qui est bien avancée, avec une dépose de l'échafaudage qui est prévue avant la fin du mois. Mais il y a au moins 3 mois de travaux et ça avance bien.
Donc un petit peu de travail encore pour après les vacances. On a, suite à Monsieur Ami, on a communiqué sur la boutique à l'essai, donc rue du Bœuf, qui est tout de rouge de peinture et qui est en train de se terminer à l'intérieur. Évidemment, lorsqu'on annonce qu'on a terminé la devanture, tout le monde nous demande qui va être dedans. Donc, j'ai répondu sur les réseaux en fait qu'on attendait l'accord de la commerçante qui va s'installer, puisqu'en fait c'est une jeune, c'est une femme qui est porteuse de projet et qui est en formation actuellement pour terminer sa formation, pour avoir une entreprise, etc. Et donc dès qu'elle aura fini sa formation et qu'elle sera prête, on communiquera avec elle évidemment. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il faut lui laisser le temps de monter sa société. C'est bon, Monsieur Ami ? Très bien. Eh bien, Madame Petit. Oui, donc faire un petit point sur le côté santé et solidarité. Pour la première fois, il va y avoir une porte ouverte à la résidence autonomie des Lilas qui sera le 14 septembre de 9h à 14h. Donc vous pouvez venir nous rendre visite, on y sera. C'est le moment pour présenter la résidence un petit peu aux habitants, pour leur montrer qu'effectivement la résidence, ce n'est pas un mouroir, hein. On peut faire plein de choses à la résidence, il y a des animations, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir ce jour-là. Deuxième chose, donc cette année on renouvelle l'organisation donc du repas des aînés. Donc on compte sur un maximum de bénévoles, bien sûr, pour pouvoir faire en sorte que cette journée se passe au mieux. Donc n'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes disponible ou pas, qui sera le 8 décembre. C'est bon pour moi. Le 8 décembre pour le repas des aînés, là on a besoin de toutes vos forces parce que je pense que vu le succès de l'année dernière, il va y avoir un grand succès cette année aussi. Très bien. Monsieur Le Gallais, avec le micro. Oui, c'est mieux avec le micro. Donc je vais encore vous abreuver de chiffres, mais vous m'en voudrez pas, je pense. Alors pour le cinéma, on peut être que satisfait de notre premier semestre, avec particulièrement le film Un petit truc en plus. Et au cours des 6 mois, donc depuis le mois de janvier, nous avons projeté 45 films qui ont été vus par 3532 spectateurs, 2910 payants et 622 gratuits. Et parmi les gratuits, nous avons donc les seniors qui viennent avec le billet gratuit qu'on leur donne en fin d'année. Et cette année, c'est à peu près 45% des bénéficiaires qui en ont profité. La recette, qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah oui, la recette brute est de 13 178 € TTC. Je précise TTC parce que le cinéma est soumis à la TVA. Et après déduction des charges, qui se monte à 59%, nous avons, disons, 5 532 € de recettes réelles. Alors, j'ai mis un petit aparté, un titre comparatif pour la même période de 2023. Nous avions projeté 67 films et nous avions une recette de 6 903 €. Et pour l'année complète, la recette de 2023 est déjà atteinte à fin juin 2024. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir trouvé ou retrouvé le chemin de notre Ronsard. Et je voudrais associer à mes remerciements nos 2 régisseurs, je vais dire mes 2 régisseurs, mais non, nos 2 régisseurs, Sonia et Pascal, ainsi que notre projectionniste Margot. J'ose espérer que les 6 prochains mois seront de la même veine. Pour le culturel, c'est un peu moins drôle, mais bon. Pour le dernier spectacle de notre programmation de septembre 2023 à juin 2024, qui était le Sous le poids des plumes, nous avons accueilli 55 spectateurs en tout public et 123 élèves du Collège du Lude. Pour cette période, donc de septembre à juin, nous avons accueilli 1453 spectateurs, auxquels s'ajoutent pour le compte du Carrois, ma région virtuose, 133 spectateurs qui ne sont pas inclus dans ce total puisque les recettes ne nous reviennent pas. La recette globale, donc toujours le Carrois, de 15 782 € et les frais de cession de 37 254 €, ce qui nous amène à un résultat négatif de la période de 31 000 €. La recette du spectacle pour le meilleur et pour le pire
qui était le spectacle qui a attiré le plus de spectateurs, a été reversée intégralement au producteur sans autres frais annexes. C'était convenu avant, donc elle était de 8 675 €. Les événements à venir pour le cinéma avant la fermeture du Ronsard, du 20 juillet au 25 août, nous projetons 6 films. Le programme sera inclus dans le Loir et Marconne, qui, si j'ai bonne mémoire, devrait être disponible à partir de demain à 16 h, si la date est maintenue, et sera disponible aussi à Ronsard. La reprise pour le cinéma sera le 27 août avec Le Comte de Monte Cristo. Pour le spectacle de la rue, nous avons vendredi prochain Les Affranchis, place de l'Hôtel de Ville, avec un premier spectacle à 20 h, d'une durée de 35 minutes à partir de 5 ans, intitulé L'Iliade, et à 20h50, le second à partir de 12 ans, intitulé Trop près du mur. Donc il y a un dépliant qui est à Ronsard. Je ne sais pas s'il est en mairie, par contre. Oui. Donc voilà, vous l'avez sans doute vu aussi. Donc Trop près du mur, un clown impertinent d'une durée de 1h30. Le 13 juillet, nous avons le rendez-vous habituel avec le concert à 21 h par l'Harmonie municipale sur l'esplanade de la mairie, suivi du feu d'artifice dont la musique sera sur le thème des JO 2024 à 23 h, et ensuite du bal, place de la mairie, jusqu'à 1h30. Comme indiqué dans le CR de notre dernière réunion du culturel, joint à l'ordre du jour de notre conseil, le 14 septembre, nous accueillerons une représentation de la pièce L'Avare, proposée par le Théâtre régional des Pays de la Loire, qui se déroulera dans la cour de l'école Brassens. Le dépliant du programme estival des Microfolies est disponible en mairie et à Ronsard. Toutes les animations sont gratuites. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Lecture et jeux au bord du Loir de 10 h à 12 h les 12, 19 et 26 juillet et 2, 23 et 30 août. Si le beau temps le permet, sinon, ce sera un rapatriement vers la ludothèque-bibliothèque. L'Actibus sera présent les 26 juillet et 2 août. C'est un dispositif mobile qui propose des animations sportives, culturelles et de loisirs. La Microfolie organise une exposition déambulatoire du 5 juillet au 26 septembre intitulée Faune. Je crois qu'il y a un dépliant quelque part, mais je ne l'ai pas ici. C'est intitulée Faune en écoutant les histoires d'Aurélie avec des animations du CPIE. Et le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi prochain, 5 juillet, donc vendredi prochain à 19 h, au départ de la Microfolie, pour se terminer place de l'Hôtel de Ville, pour venir découvrir le spectacle des Affranchis. Une autre info, le comice agricole du canton du Lude aura lieu les 24 et 25 août à Savigny-sous-le-Lude. Le forum des associations ainsi que le démarrage de la saison culturelle 2024-2025 auront lieu le 7 septembre. Jean, juste pour ajouter, nous avons le 13 juillet, il y aura une exposition d'artistes sur la rue Dorée. Et donc la rue Dorée sera fermée le 13 juillet, pas que le haut, mais le bas aussi, puisqu'en fait, un ensemble d'artistes va faire du lien entre notre maison des artistes, Madame Canclot qui a sa galerie, et puis Madame Horit qui est donc au Café Doré. Et sur toute la rue, en fait, toute la journée du 13 juillet, il y aura des peintres, il y aura des artistes, etc. Donc elle sera piétonnière. Donc je préfère prévenir la population que le 13 juillet, vous ne pourrez pas passer par la rue Doré. Ensuite, je rappelle que nous mettrons, suite à cette fermeture du 13 juillet, nous mettrons notre haut de la rue Dorée en fermeture aussi pour la saison estivale, comme on l'a fait l'année dernière, pour permettre aux touristes de pouvoir se promener de façon piétonne et de pouvoir profiter de chez Madame Monsieur, du Café Doré, etc., en haut de la rue Dorée. Voilà. Excuse-moi, Jean. Non, mais... Et donc, au niveau de la libération du Lude, avec la cérémonie qui est prévue le dimanche 11 août, nous n'avons pas pu malheureusement faire ce que nous espérions faire. Ce sera une cérémonie commémorative avec une messe à l'église du Lude à 9h30, avec présence des drapeaux, bien sûr, suivie au monument à 10h40 de l'appel des morts pour la France lors du conflit, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec des pots de gerbe et minutes de silence. Ensuite, un verre de l'amitié est prévu, ainsi que la possibilité d'un défilé vers le Loir,
si nous avons l'autorisation avec un pique-nique républicain au bord du Loir. Nous n'avons pas pu faire d'exposition parce qu'il y a peu de documents et les photos en plus on aurait pu mettre, on ne peut pas les reproduire, elles sont enfin, il y a quelque chose qui ne permet pas d'avoir de belles photos. Et on avait prévu une séance de cinéma à 15 h, mais malheureusement, le producteur que j'avais contacté se trouve devant un problème important puisqu'il manque 40 000 € pour monter son film. Et c'était un film fait avec des photos prises sur le vif lors de la libération de la Sarthe, tout le long de la nationale 23, la voie de la liberté. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Sinon, on essaiera de trouver un autre film. Voilà. Merci Jean. Et bonnes vacances à tout le monde, puisqu'on est quand même arrivé au mois de juillet. Quoi. Merci. Même si le temps, parfois, on se demande si on y est. Corinne. Alors moi, je tenais, donc bien sûr au nom de la municipalité, mais je voulais remercier tous nos assesseurs et tous nos scrutateurs qui ont bien voulu répondre à l'appel de cette élection, parce que c'est vrai que les délais étaient très courts et c'était très compliqué pour faire des plannings. Donc je voudrais vraiment les remercier d'avoir été là pour que ça se passe très bien. Et je les remercie aussi d'avance pour dimanche prochain. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous pourriez faire un rappel des règles essentielles, parce que c'est compliqué. Moi, j'ai vu des personnes arriver sans pièce d'identité devant l'isoloir. La personne qui était à l'accueil, ils avaient laissé rentrer. Qu'est-ce que je fais? J'ai été emmerdé, quoi. Alors que normalement... Bon, alors, en effet, vous étiez embêté parce que la règle, elle est très simple. Normalement, on vient voter avec sa carte d'identité et sa carte d'électeur. La carte d'électeur n'étant pas une pièce obligatoire et n'étant pas une pièce d'identité, si vous n'avez pas votre carte d'électeur ou si c'est une ancienne carte d'électeur, ce n'est pas grave. Le seul document qui prime, c'est la pièce d'identité. Et si vous n'avez pas de pièce d'identité, quand je parle de pièce d'identité, ça peut être une carte d'identité, un permis, ça peut même être la carte vitale à partir du moment où il y a votre photo dessus. En fait, nous devons pouvoir prouver de votre identité lorsque vous arrivez dans le bureau de vote pour pouvoir voter. Ensuite, on vérifie évidemment que vous êtes sur les listes. Alors, la difficulté, parfois, c'est des gens qui se trompent de bureau, mais ça, on arrive à les aider. Mais si vous n'avez pas la pièce d'identité, en effet, vous ne pouvez pas voter. Ça nous arrive régulièrement, en effet, de refouler les gens. Et c'est pas du tout parce qu'on ne le veut pas, c'est que légalement, si on vous laisse rentrer sans pièce d'identité, ça peut être une faute pour notre bureau de vote et annuler l'élection. Donc là, il faut une pièce d'identité obligatoire. Et donc, elle doit repartir chercher une pièce d'identité. Oui. Deuxième précision, moi, il y a eu une représentante d'une liste qui est venue observer à la mairie, là, ici, m'a fait une remarque parce qu'une personne avait signé avant de voter, alors qu'il faut voter avant de signer, mais j'ai vu à la télé M. Macron voter et faire à l'envers. Hein. Alors, je pense qu'il y a des choses à préciser. En fait, c'est pas le vote avant la signature ou la signature avant le vote. Ce qui est important, c'est de revérifier une deuxième fois l'identité de la personne, de trouver qu'elle est bien là pour signer avec sa case. À partir du moment où elle est bien sur la liste, elle peut voter et signer après. Si elle signe avant et qu'elle vote après, c'est pas très grave non plus. J'ai eu aussi... Oui, ben on a eu aussi j'étais pas là, c'est dommage, parce qu'on a eu aussi une déléguée qui est venue et qui a fait la réflexion à un de mes élus que les tas de bulletins n'étaient pas de la même hauteur. Alors c'est la blague, hein, parce que les bulletins, c'est pas nous qui les faisons, hein, c'est les candidats qui nous les donnent. Donc évidemment, si vous en faites plein, s'il y a un candidat qui fait beaucoup de bulletins et l'autre pas beaucoup, on n'y peut rien. On va pas rajouter des bulletins ou on va pas en jeter juste pour avoir des tas équivalents. Et en plus, les gens, quand ils viennent les prendre, ils prennent pas forcément tous les bulletins, donc c'est normal que les tas ne soient pas équivalents. Voilà. Donc je pense que certains délégués font du zèle aussi, mais c'est dommage, personne n'est venu à la mairie. Voilà. Parce que j'étais là, mais j'aurais pu répondre. Eh ben moi, j'étais pas là à ce moment-là, c'est dommage. Voilà. Oui, je peux aussi. Aux associations. Ouais. Mais normalement, elle doit signer un document quand elle vient. Elle doit se présenter, présenter sa carte d'identité. Oui. Nous devons vérifier qu'elle a bien noté sur le document, sinon elle n'a rien à dire. Elle n'a pas eu le temps. La remarque qu'a faite celle que Corinne était là aussi, c'est qu'on devait signer en bleu pour elle. J'ai dit, non, nous on n'a pas de... Non, mais
elle a quand même insisté là-dessus. Donc, on a dit non, nous on signe en noir, on a des consignes. On est noir, ou bleu en couleur. Nous, en effet, on met 2 couleurs pour que sur le listing, on se retrouve bien entre ceux qui ont signé au premier tour, au deuxième tour. Mais il n'y a aucune demande non plus de couleur particulière. Mais je vous dis, c'est un petit peu du zèle. Dernier point que je tenais à dire aussi, c'est que lorsque les parents viennent avec les enfants, à partir du moment où le parent il a sa carte d'identité, il est bien sur la liste d'électeurs, il peut tout à fait rentrer avec ses enfants dans le bureau de vote, aucun problème. Les enfants peuvent aller dans l'isoloir avec les parents, il n'y a pas de souci à partir du moment où ce n'est pas l'enfant qui met le bulletin de vote dans l'enveloppe, etc., etc. Et ensuite, ils sortent, et donc c'est bien le parent qui signe le livret et qui va voter. Si un enfant est dans les bras de ses parents et met en même temps que sa maman l'enveloppe, il n'y a pas de problème non plus, puisque la présence de la maman est là. Il ne faut pas non plus aller dans l'excès. L'objectif, c'est que les gens viennent voter. L'objectif, c'est que les gens puissent s'exprimer. C'est notre rôle premier. Donc, évidemment, il faut sécuriser les bureaux de vote. Il faut respecter les règles, mais il ne faut pas être plus roi que le roi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au bout des choses, parce que ces points-là ne sont pas écrits dans le règlement. Hein. Tout ce que les délégués vous ont dit, ce n'est écrit nulle part. Donc en fait, c'est bien eux qui font les réflexions, mais alors qu'il n'y a aucune obligation. Donc voilà, il ne faut pas non plus... Et c'est vrai qu'ils ont tendance en plus à stresser nos assesseurs ou nos scrutateurs qui sont là et qui viennent bénévolement et sincèrement. Et puis en plus, nous, on était en changement d'équipe, donc je rebriefais tout le monde en même temps et il arrivait à ce moment-là, en fait. Et je voulais juste rajouter aussi, c'est que le bureau qui a changé d'endroit, donc où j'étais, qui est passé de Girard à Ronsard, sera aussi à Ronsard au deuxième tour. Si jamais on nous écoute, je préfère le spécifier, on l'a dit aux gens, mais au cas, si on vous pose la question, il sera au même endroit à Ronsard ce dimanche. Voilà. Et pour donner l'explication, si vous souhaitez la voir, c'est pas compliqué, c'est que la salle Girard était réservée pour 2 mariages et on n'allait pas annuler les mariages pour faire le bureau de vote. Donc nous avons demandé une autorisation exceptionnelle de la préfecture pour pouvoir mettre le bureau de vote à Ronsard exceptionnellement pour ces 2 dimanches-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus à Ronsard, mais qui ont été là-bas en premier. Et on a eu beaucoup cette réflexion-là, qu'ils ne savaient pas que c'était comme ça. Mais bon, on n'y peut rien. Mais on a eu beaucoup... Enfin, ils nous en ont parlé quand même. Enfin, moi, du temps, j'étais... Oui, on a mis une affiche là-bas, mais c'est vrai qu'ils ont fait la première démarche, c'est d'aller à Girard, parce qu'ils ont l'habitude d'y voter. Affiche plus en avant. Peut-être, oui. Bah oui, parce que... Bah, oui, ils comprennent, mais enfin... Et dernier point peut-être pour tous les jeunes et les parents qui m'écoutent de jeunes enfants de 18 ans. En fait, les jeunes, quand ils ont 18 ans aujourd'hui, ils sont notés sur les listes électorales d'office. C'est plus une inscription en mairie en fait. Ils sont mis d'office. Mais entre le moment où ils ont 18 ans, qu'ils sont mis d'office, et le moment où ils ont le droit de voter, il y a un temps de traitement par la préfecture. Et donc, moi, j'ai des jeunes qui sont venus en disant « j'ai eu 18 ans hier, je veux voter ». Ben non, ça marche pas. Voilà, il faut quand même un petit peu de temps. Et donc, il faut qu'on les ait sur les listes, en fait. Voilà. Et voilà, et peut-être passer un petit message en vous disant que les assesseurs qui sont présents et tous les bénévoles qui nous aident et nous-mêmes élus, nous ne sommes pas responsables des résultats des élections et ni de la dissolution de l'Assemblée, etc. Et que nous avons besoin aussi de respect et de gentillesse parce qu'on a eu quelques événements quand même qui n'étaient pas très sympathiques pour nos bénévoles. Voilà. Une précision, j'étais en vacances pour les élections européennes et j'ai appris là que je n'ai pas le droit d'être en vacances qu'en tant qu'élu, le fait de tenir un bureau était une obligation. Et je ne le savais pas. Oui, oui. À partir du moment où on est conseiller municipal, on a l'obligation de tenir les bureaux de vote, sauf avis médical et sauf justification sérieuse, voilà. Et sinon, en effet, ça peut être une justification de ne plus... le préfet peut décider que vous ne soyez plus conseiller municipal puisque vous ne faites pas votre rôle de conseiller municipal. Bon, ça n'arrive jamais. Bon, voilà. Mais oui, c'est dans les textes. Voilà. Parfait. Michel, tu avais quelque chose à intervenir? Non. Ingrid, tu voulais dire quelque chose? Non. Oui, Laurence. Je croyais qu'elle allait m'oublier.
Donc, un petit point sport. Le jeudi 18 juillet de 9h à 16h, nous aurons Sarthe Destination Sport à nos complexes sportifs en partenariat avec le SDOS et le comité de communes Sud-Sarthe, ce qui va représenter à peu près 230 enfants des centres de loisirs qui vont pouvoir venir pratiquer le sport sur notre complexe sportif. Et c'est des sports qui n'ont pas l'habitude de voir sur notre territoire. Voilà. Donc, à peu près 230 enfants. Et n'oubliez pas, mais Jean a fait un petit point, samedi 7 septembre, le forum des associations de 14h à 18h à l'esplanade Brassens. Donc, nos associations, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour notre forum. Voilà, merci. Merci Laurence. Moi, juste une information qui me paraît importante à vous donner quand même. J'ai signé le permis de construire des logements qui vont arriver donc en face du terrain de foot et à côté du collège. Ce sont 19 logements qui vont être construits sur ce terrain. Et donc le permis de construire a été validé la semaine dernière. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les travaux vont pouvoir commencer. Donc si les Ludois se posent la question pourquoi il y a des tractopelles, etc., eh bien c'est parce qu'il y a des nouveaux logements qui arrivent juste à côté du collège et en face du stade. C'est, pour ceux qui connaissent, c'était l'ancien terrain de Monsieur Chapin, qui est un grand terrain en fait. Voilà. Donc, et nous avons aussi confirmation de l'étude par Sarthe Habitat pour l'étude en fait de faisabilité de notre résidence service qui va se situer à côté des Lilas et qui concernera aussi plus d'une quinzaine de logements pour personnes âgées, handicapées ou personnes qui souhaitent avoir un logement adapté en tout cas à l'âge, c'est-à-dire tout en rez-de-chaussée, etc., et aussi handicap. Donc là, c'est pareil, l'étude de faisabilité est en cours. C'est un coût pour la commune puisque nous donnons le terrain, mais nous sommes comme sur les autres Sarthe Habitat ou la Mancelle, nous récupérons la voirie et nous finançons tout ce qui est assainissement, eau et eau potable aussi. Donc en fait, c'est un coût quand même pour la commune, mais derrière, ce sont des très beaux logements qui vont arriver. Donc là, il va y avoir un peu de mouvement puisqu'on a vendu le terrain à côté du laboratoire où il va y avoir une construction d'une maison et en face, on va aussi construire. Donc là, ça va un petit peu être un petit peu dynamique. Tout ça, ça va se passer d'ici 2024-2025. Voilà. On peut réserver à partir de quand? Il y a un autre projet, quand on va avoir acté aussi, c'est sur un terrain communal, il y a un autre projet de construction aussi, route de la Flèche, mais pour l'instant, le permis est en cours d'analyse, mais je vous le redirai aussi. Donc on a pas mal de logements qui vont arriver dans les années qui viennent. Et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de demandes de location, etc., et les gens ne trouvent pas de logement. Eh bien écoutez, je vous propose de passer aux questions. Oui. Les élus de la minorité ont l'impression que pour certaines commissions ou groupes de travail, qu'il y a de moins en moins de commissions. Est-ce que vous pourriez nous donner un récapitulatif depuis la dernière que nous avions fait après une question que j'avais posée en septembre 2021? On avait eu à ce moment-là un récapitulatif. Alors, suite à votre question, parce que ça demandait quand même un peu, donc on a fait tout le récapitulatif de nos commissions. On a le tableau sous les yeux, je vais pas le lire en détail, mais par contre, vous pourrez venir, bien sûr, le chercher. Donc, on a, on a des groupes de travail et on a des commissions. Donc, par exemple, les commissions administration générale et finances, donc on a les dates de 2020 et de 2021. Donc c'est assez vieux, mais on va peut-être vous donner quand même les dates qui sont un peu plus récentes, ce serait mieux. Mais on a toutes les dates, donc depuis le début du mandat. Si on prend par exemple l'urbanisme, voirie, assainissement et PCC, que le référent élu c'est moi, on a eu un total de 8 réunions entre 2021 et 2024. Il y a 3 réunions par an, c'est 1 par trimestre à peu près. Donc on a toutes les dates. Sur l'environnement, l'eau, l'éclairage public avec Monsieur Dessert, il y a eu 1 réunion qui était en 2022. Voilà. Sur les sécurités bâtiments, accessibilité, il y a eu 7 réunions, c'est à peu près 2 réunions par an. Le développement local et circulaire, embellissement de la ville, cimetière avec Monsieur Champy, c'est 8 réunions, c'est à peu près aussi 2 par an. Santé, solidarité avec Mme Petit, il y a eu 12 réunions, voilà. C'est 4 réunions par an.
La commission d'appel d'offres, délégation de services publics, il y a eu 13 réunions. Donc là, c'est lié au projet, en fait. Hein, c'est plutôt logique, mais ça fait beaucoup. L'administration générale finance, avec Madame Bourrel, il y a eu 29 réunions. C'est à peu près 10 réunions par an. La politique jeunesse, éducation, citoyenneté, avec Ingrid Liénard, c'est 9 réunions c'est 9 réunions, donc ça fait à peu près 3 réunions par an. Attractivité, économie, tourisme, avec Monsieur Delaunay, il y a eu 9 réunions aussi. Sport, vie associative, jumelage avec Laurence, il y a eu 10 réunions, ça fait à peu près 3 par an aussi. Et la culture, avec Jean, évidemment, nous avons eu 12 réunions, ça fait à peu près 4 réunions par an. Voilà. Il y a aussi des réunions cinéma, il y en a eu 24, donc ça fait 6 réunions par an à peu près. Et puis ensuite, on a des groupes de travail qui sont réunis. Économie d'énergie, il y en a eu 3. Communication, il y en a eu 1. Et les critères d'attribution des logements communaux, pour l'instant, c'est une nouvelle commission, hein, il y en a eu 1. Voilà. Et j'ai tous les tableaux que je pourrais vous fournir. Pas de souci. Question, la commune avait reçu en don une maison boulevard de l'Hospice pour héberger des nécessiteux. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors j'ai bien cherché quand même, hein, mais bon, j'ai eu quelques informations lors des bureaux de vote, donc je sais de quoi on parle. En fait, c'est le local de passage, et donc c'est pas boulevard de l'Hospice, l'adresse, puisqu'en fait on y accède par l'autre côté, donc c'est la rue du Paradis. Voilà. On peut sortir boulevard de l'Hospice, mais en fait, l'entrée, elle est rue du Paradis. Et donc, c'est une maison qui est un local de passage, vous le savez, Monsieur Frison, puisqu'on en parle souvent en CCAS. Donc, donc moi, la discussion que j'ai eue, c'était de me dire, souvent, on voit les volets fermés. Alors, c'est plutôt logique, puisque nos sans domicile fixe, en général, ils arrivent en fin de journée à la mairie. Ils demandent la clé, ils dorment, et en général, ils repartent dans la matinée. Donc, c'est plutôt logique que la maison ne soit pas habitée en journée. Voilà. On a quand même quelques personnes qui y restent plusieurs jours. C'est censé être un local de passage qui ne dure pas très longtemps, mais ça nous arrive quand même. Voilà. Et donc, on a tout un système de nettoyage, on donne les clés avec des kits, etc. Donc, c'est toujours, je dirais pas pour les nécessiteux, c'est un terme à l'ancienne, mais ce sont pour des gens aujourd'hui qui ont besoin d'être logés en urgence. Voilà. Ça correspond à l'objet. Autre question, la circulation des piétons semble problématique au vu des véhicules souvent garés sur les deux trottoirs où il y a une faute d'orthographe, avec un S, de la route de Saumur. Y a-t-il moyen d'y remédier? Alors, moi, j'avais pas la route de Saumur, donc j'ai un peu cherché, j'ai demandé aussi à la personne qui... moi, j'ai la circulation des piétons semble problématique au vu des véhicules souvent garés sur les deux trottoirs. Y a-t-il moyen d'y remédier? Et donc là, on a commencé à chercher c'est où. Oh, fallait m'appeler, je m'excuse, hein. Pourtant je l'avais corrigé. Voilà, donc c'est route... Donc là, c'est route de Saumur, c'est ça? Donc je cherche... C'est quoi à quel niveau? C'est au niveau de l'entrée d'Intermarché? Non, plus bas. Non, c'est l'avenue de Saumur. Avenue de Saumur, pardon. Ah, vous êtes où, en fait? Dites-moi. Avenue de Saumur. Donc l'avenue de Saumur, après le rond-point, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, c'est-à-dire devant l'hôtel? Par exemple, en face aussi, Cormier-Pénard, par exemple, les véhicules. Là où habite Monsieur Néron, c'est ces voitures que vous voyez sur le trottoir. Je ne sais pas où habite Monsieur Néron. Alors, Monsieur Néron habite avenue de Saumur, donc il va peut-être nous répondre. Et j'offre un café à tous ceux qui passent devant chez moi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais revoir avec les services maintenant où c'est, puis on vous répondra au prochain conseil, parce que là, comme ça, je ne peux pas trop vous répondre. Non, c'est surtout à la sortie d'Intermarché. On continue. Non, Patrice, c'est surtout à la sortie d'Intermarché. Quand on sort d'Intermarché, sur la gauche, on ne voit pas les véhicules qui arrivent de l'autre côté. Sur la gauche. Ah, tu veux dire sur la gauche? Quand on sort de la Et rue c'est pas des parkings, en fait, ça veut dire que ce sont des gens qui se garent sur les trottoirs. Il faudrait qu'elle recule. Il faudrait que ça soit au moins sur 15. Ah ben, prends la rue des Affronteries, toi. La rue des Affronteries, il y a des maillons par là. Bon, je verrai avec les services comment c'est matérialisé et comment c'est autorisé ou pas, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est de savoir s'ils ont l'autorisation ou pas de s'y stationner. Surtout, il faudrait qu'ils reculent la voiture un peu plus loin. Ah oui, ça, je vais avoir du mal à descendre à chaque fois de la voiture pour leur dire de reculer, mais oui. Ok. Bon. Vous voyez, c'est un sujet. On y reviendra, Monsieur Frison. Allez-y. Ah bah oui, là, dis donc. Autre question, je sais que c'est compliqué, que vous n'avez pas forcément de réponse, mais la vitesse est souvent excessive, surtout pour les camions, sur les sorties de la commune.
Route de Tours, c'est pas très grave parce qu'il y a des habitations d'un côté, mais c'est problématique, avenue de Talouette. Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier? Je sais que c'est complexe. Hein, non, mais oui, c'est ce que j'ai aussi hein. expliqué au bureau de vote à la personne qui m'a posé la question, de votre minorité avec qui j'étais. Mais on a plusieurs soucis. D'abord, ce sont des routes départementales, donc on n'y fait pas ce qu'on veut. C'est le premier point. Deuxième point, ce sont des boulevards qui sont sur des circuits prioritaires pour les grands... comment ça s'appelle? Alors, si vous parlez tous en même temps, je ne vais pas entendre. Les convois exceptionnels, donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui de chicanes, etc. On n'est pas autorisé. Donc il faut que ce soit tout droit, très large, etc. Et puis ensuite, lorsqu'on veut mettre des gendarmes couchés, alors qu'est-ce que ça veut dire un gendarme couché? C'est un dodane en fait, mais ça s'appelle un gendarme couché. Tout le monde est d'accord pour le mettre, et quand je demande aux riverains où je le mets, plus personne n'est d'accord. Puisqu'en fait, personne ne veut son gendarme couché à côté de chez lui, parce que ça fait du bruit, évidemment, quand ça passe dessus. Nous avons aussi fait une demande officielle à la préfecture d'avoir un radar, en particulier sur le boulevard de Talouette, parce que même si on a un feu au niveau du collège, moi je suis intervenue la nuit, les camions ne respectent pas le feu et roulent à toute vitesse sur ce boulevard. Aujourd'hui, on nous répond que ce n'est pas la préfecture qui décide, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, pour l'instant, c'est sûr qu'il est bien occupé, mais ça n'empêche qu'il ne nous a pas répondu et qu'on n'a pas eu le droit de mettre un radar. Donc on peut mettre des radars, ce qu'on appelle pédagogiques, ce qu'on a déjà essayé de faire. Quand on met un radar pédagogique, la première journée, c'est sympa, la deuxième, tout le monde s'en fout. Voire, on a des gens qui roulent le plus vite possible pour voir à quelle vitesse monte le radar. Donc c'est encore plus dangereux que quand on n'en met pas. Donc j'ai vraiment, c'est ce que j'explique souvent aux habitants, j'ai pas de solution. Route de Tours, nous avons mis on a essayé plein de choses. Hein, on a mis des chicanes. Les habitants sont revenus vers nous en disant qu'ils n'étaient pas d'accord que les chicanes soient devant chez eux. Okay, donc on a déplacé les chicanes, les autres propriétaires sont revenus nous voir, etc. Donc du coup, on a mis des stops maintenant, hein, sortie de rue du Parc et puis rue Montruchon, etc. Là, on a mis des stops, ça fonctionne. J'ai pas de plainte pour le moment parce que sur les chicanes, j'avais 2 courriers par semaine de plaintes. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de plainte, donc on laisse comme ça pour voir si ça fonctionne et si ça marche bien, on remettra ces stops à terme, parce que là, en fait, on a mis du marquage temporaire. On essaye de faire ce qu'on peut pour arrêter, mais en fait, voilà. Et je tenais quand même à vous dire que malheureusement, alors je ne sais pas si c'est le contexte ou c'est le développement de la société, mais le respect aujourd'hui des limitations de vitesse, des stops, des céder le passage, des sens interdits, j'ai l'impression qu'on donne le permis dans, je ne sais pas à qui, parce que sincèrement, moi j'ai une jeune fille de 18 ans qui a pris le sens interdit, je l'ai arrêtée, je lui ai dit, vous avez pris un sens interdit? Elle m'a répondu, oui, et alors? Avec le A sur le véhicule. Donc je lui dis, et alors vous venez de passer votre permis, vous devez savoir qu'un sens interdit, vous n'avez pas le droit de le prendre, etc. Donc là, elle m'a dit, t'es qui toi pour me dire ça? Et donc je lui ai dit, je suis celle qui peut t'enlever le permis, hein, puisque je suis le maire, et donc j'ai le pouvoir de police. Et alors là, du coup, ça a été, ah non, désolé, j'ai pas vu, j'ai pas fait exprès, etc. Mais aujourd'hui, on est dans cette difficulté-là. Moi, j'en parlais avec le Nemrod. Le Nemrod voit des gens prendre le sens interdit tous les jours. Samedi, on voit des gens passer. Tous les samedis. L'autre côté aussi, c'est comme ça que moi, la voiture, elle a pris un coup. Hein, mais... Donc, malheureusement, j'ai pas beaucoup de solutions. On a aussi, parfois, on peut mettre des éléments qui permettent, par exemple, des tout petits dodanes, etc. Mais en fait, les habitants ne veulent pas parce que ça fait énormément de bruit. Et c'est pareil pour les feux, par exemple, quand on met un feu, le camion qui s'arrête au feu avec le crissement des freins et qui redémarre en accélérant énormément, en fait, c'est encore plus bruyant que quand il passe vite. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Donc, j'ai pas de solution. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens respectent les limitations de vitesse. Je rappelle quand même pour tout le monde que le centre-ville du Lude, c'est 30 km/h et que l'ensemble de l'agglomération, c'est 50. C'est pas 70. Et c'est pas 90 dans la rue Dorée, que je constate régulièrement. Mais non, mais c'est important. Oui, Michel. Hier soir, on a eu le cas, en sortant après les élections, avec Ingrid, on est sorti au bout, là, à quelques secondes près. C'est dommage parce que le policier municipal est juste passé devant nous. Il y a un jeune qui est venu, donc on l'a arrêté. Écoutez bien, il n'avait pas de ceinture, il avait une bière dans la main. Il nous a pratiquement insulté avec Ingrid. Mais ils se foutaient de tout. Sens interdit. Ouais. Mais c'est dommage, avec quelques secondes près, il aurait rencontré M. Lenoble qui est parti, ça aurait été super bien.
Michel, comme tu as un crochet d'attelage à ta voiture, tu vas chercher le radar qui est sur la route de la Flèche, qui ne sert à rien du tout, tu le mets dans le milieu. Et ça parce qu'à l'impression, ils mettent des radars, tu prends sur route de Tours, ça après la route de Marcilly, là, ils en ont mis un là aussi. Mais attends, c'est en pleine ligne droite. Là, moi, je passe en vite, ce serait certainement beaucoup mieux. Alors, le problème, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, Jean-Paul, tu le connais très bien, vu ce que tu étais avant, c'est que les routes en agglomération sont de la compétence de la mairie. Les routes hors agglomération sont de la compétence du département, et donc le département et l'État ont le droit de mettre des radars. Nous, en agglomération, ils ont été très clairs, la préfecture, ils ne mettent pas de radar en agglomération. Le seul radar qui peut exister en agglomération, c'est ce qu'on appelle des radars de feu. C'est-à-dire que si on arrive trop vite, le feu passe au rouge. Voilà. C'est très coûteux et c'est sur le budget communal. Je peux vous dire qu'un feu normal, c'est 70 000 €. Un feu avec un détecteur comme ça, une caméra, on est à 150 000 €. On va quand même se poser la question. Parce qu'en plus, moi, le feu rouge, le soir, boulevard de Talouette, ils passent tous. Hein. Feu rouge ou pas, ils passent. Donc, tu as des radars pédagogiques aussi qui t'enregistrent les voitures de passage et la vitesse. Oui, oui, j'ai des collègues maires qui ont des radars pédagogiques qui enregistrent la vitesse et qui enregistrent des vitesses de dingue. Mais comme les gendarmes ne sont pas là, c'est pas grave. Oui, mais après, tu peux le sortir. Mais on n'a pas les plaques. Tu n'as que la vitesse, en fait, et le lieu et l'heure. Oui, mais justement. Bah, comment tu fais? Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait avoir comme ça, c'était dans le Maine-et-Loire. Tous les jours, à passer à 5h30, à 120 dans la ville. Ah bah oui, après, il y en a un qui s'est mis à 5h30. Oui, bah oui, c'est toujours la même heure, mais c'est pas toujours le cas de tous nos habitants. Ils sont venus et ça a été pris tout de suite. Bien, question suivante, Monsieur Frison. Écoutez, merci pour la réponse, qu'on voit bien que c'est un vrai problème. Et je vous remercie. Non, mais c'est intéressant d'en avoir parlé, quoi. Autre question. Lors du dernier conseil intercommunal, nous avons été informés qu'en France, un tiers des défibrillateurs seraient hors d'usage, car il y aura une limite de durée pour les piles. Combien y en a-t-il sur la commune? Sont-ils vérifiés? À quelle fréquence et par qui? Donc, pardon, nous avons donc 15 défibrillateurs publics sur la commune du Lude, ce qui est quand même un beau chiffre, oui. De marque Philips et De Sautel et Earthsign. Nous avons, la plupart sont en accès libre, ou alors c'est au stade d'honneur par exemple, donc il faut que le stade soit ouvert, ou alors la piscine intérieure, il faut évidemment que les maîtres nageurs puissent l'utiliser. Et donc nous avons, là, je peux vous donner le tableau avec toutes les dates de batterie, toutes les dates des électrodes et toute la maintenance. En fait, nous avons un système de vérification de tous nos défibrillateurs, puisque nous avons un référent santé et prévention dans la commune. Donc j'ai tout le tableau. Et juste pour, peut-être, je ne devrais pas, mais je vous le dis quand même à titre d'information, parce qu'on parlait de la sécurité. Vous vous rappelez sans aucun doute que nous avons un tracteur avec une grosse remorque qui est passé l'été dernier dans le centre-ville et qui a laissé quelques marques. Et lorsque j'étais à faire la circulation, un véhicule est monté par la rue devant Pizzaland, là, je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu son nom, là, c'est la rue du Bœuf, a pris la rue du Bœuf en sens interdit, est arrivé donc là, et donc je lui ai demandé de s'arrêter et de faire demi-tour, de reculer, puisqu'en fait on avait toutes les voitures qui tournaient autour du tracteur qui était garé derrière la mairie, enfin c'était un bazar monstre. Et donc la conductrice, puisque c'était une femme, m'a regardé et a accéléré, a essayé de m'écraser, j'ai dû me jeter sur le côté. J'ai fait la déclaration tout de suite à la gendarmerie avec une photo de la plaque d'immatriculation. C'était maintenant il y a 1 an. Et c'était juste pour vous dire que j'ai eu la joie de recevoir la semaine dernière un mail de la gendarmerie m'indiquant que cette affaire était sans suite. Point. Voilà. Le premier point qu'on m'avait dit, c'est que de toute manière, on ne pouvait pas mettre de situation aggravante puisque je n'avais pas mon écharpe. Mais c'est vrai que je ne passe pas ma vie avec mon écharpe. Voilà. J'aurais dû avoir mon écharpe sur la rue pour qu'elle comprenne que j'étais le maire. Bon, voilà. Mais comme j'ai dit aux gendarmes, elle a quand même essayé de m'écraser. Et que je sois maire ou pas, on n'essaye pas d'écraser un être humain, surtout quand on est en sens interdit. Mais ça a été classé sans suite. J'ai fait un courrier au préfet quand même pour dire que, en termes de protection de l'élu... Voilà. Et Béatrice, ça fait 1 an, ça, bientôt, c'était le 21 juillet. Et la vitrine de la pizza est toujours dans le même état. Et pour le tourisme qui va bientôt arriver, là, ça fait un peu...
Alors Pascal, je te propose d'aller les voir parce que Philippe et moi, ça fait 5 fois qu'on y va. On a réussi à faire... Enfin, les deux autres qui avaient des problèmes ont réussi à faire les réparations, mais il faut savoir quand même qu'ils ont eu un gros souci parce que le jeune de 19 ans du tracteur n'était pas assuré et qu'il y a eu un souci d'assurance. Donc en fait, les assurances des propriétaires doivent se retourner contre l'assurance du chauffeur qui a fait les dégâts. Et donc, ça a mis un temps fou puisque l'assurance d'en face ne voulait pas prendre les dégâts en charge, etc. Donc, c'est arrivé, il y a quoi? Il y a un mois et demi, puisque les autres travaux ont été faits il y a un mois et demi. Et donc là, on met la pression depuis un mois et demi sur le propriétaire de Presto, mais tu peux y aller pour remettre un coup de pression. Moi, je le fais quasiment tous les soirs. Entre ça et les prunes que je mets aussi à ces livreurs qui se gardent n'importe comment. Mais... C'est pas le patron. C'est pour ça. Vous avez envoyé le courrier au patron? Oui. Recommandé, etc. Non. Mais de toute manière, la voisine d'à côté a de gros soucis aussi d'entretien sur le bâti, puisqu'ils ont un couloir commun. Donc, il y a un gros souci là d'entretien aussi du bâti. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, Monsieur Lenoble y a été, moi j'y suis allée, Philippe y a été. Enfin, on ne peut pas faire à leur place, hein, il faut qu'ils... moi, c'est ce que j'ai dit, en plus que c'est dangereux parce que les morceaux de verre peuvent tomber, c'est quand même un lieu de restauration. Alors, il m'explique qu'il y a une vitre à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème. Enfin, bon, voilà, c'est quand même... Donc oui, on a hâte que ça soit fait parce que du coup, on n'aura plus de stigmate de cet événement d'il y a un an. Voilà. Dernière question, Madame le maire. À la dernière Comcom, j'avais posé la question du dentiste du Lude qui dit qu'il va partir. Alors, à cette époque-là, c'est il y a un mois ou je ne sais plus, on avait vu des articles dans la presse parlant des indemnités des dentistes, notamment l'histoire de kilomètres, d'indemnités kilométriques, éventuellement de revenus plus élevés en Maine-et-Loire, enfin, quelque chose de compliqué. Est-ce que vous savez où on en est par rapport à lui? Il dit aux ses clients qu'il va partir à la fin de l'année. Alors, en fait, deux choses dans votre question. La première, c'est qu'en effet, le zonage qui a été décidé pour les dentistes est plus intéressant en Maine-et-Loire qu'en Sarthe. Donc, c'est pour ça qu'il y a un cabinet de dentistes à La Flèche, par exemple, qui est parti vers la Maine-et-Loire pour pouvoir avoir des charges inférieures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous en avez parlé en comité de communes, je suis tombée des nues parce que je n'étais pas au courant de la situation. J'ai essayé d'appeler le dentiste chez nous, mais il est très occupé. Des clients m'ont dit qu'ils avaient des rendez-vous d'ici la fin de l'année, donc il n'y avait pas pour moi de préoccupation première. Et donc j'ai demandé directement à l'hôpital de faire un point, puisque je rappelle qu'il est locataire des locaux de l'hôpital. Et donc les dernières informations que j'aurais, c'est qu'en effet, il aurait l'intention de quitter le Lude, mais pour aller sur le Mans, donc ça n'a rien à voir avec le Maine-et-Loire, d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas de date. Voilà. Donc j'ai demandé à ce qu'on lui demande de venir en mairie, parce que je rappelle quand même que c'est la commune du Lude qui a fait venir ce dentiste au Lude, et que la commune du Lude a financé l'installation de sa radio panoramique et de tous les murs en fait qui doivent être en métal tout autour pour protéger la population. Ça a coûté de l'argent à la commune, et donc j'ai quand même, ça me paraîtrait logique quand même que la mairie soit au courant si le dentiste s'en va, d'autant plus que c'est un service extrêmement important pour les Ludois. Moi, j'étais avec un dentiste aussi qui était avant au Lude, qui est parti à La Flèche et qui a arrêté son activité. Et je n'ai plus de dentiste non plus en local. C'est un vrai souci, le dentiste, aujourd'hui. Voilà. Donc, dès que j'aurai le rendez-vous, je vous tiendrai informé des propos qu'il va me tenir par rapport à son départ. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a rien... Et l'hôpital n'a aucun écrit, hein, puisqu'en fait, il y a un bail. Hein, donc, il est obligé de prévenir 3 mois à l'avance. Et aujourd'hui, il n'a pas fait de courrier. Hein, donc, voilà. Donc tout est, on ne sait pas. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne soirée.